Bon, je vous trouve bien courageux d'être encore là, parce qu'on a commencé à 7h30 ce matin, quand même, ça fait des longues journées. Et je vous remercie. On va attendre les derniers qui rentrent. Donc après la pause thé, café et petit gâteau, c'est la récréation. Et la récréation, c'est toutes les nuances de cornée que j'ai examinées dans ma carrière. Donc j'ai fait une sélection de cas cliniques qui vont vous intéresser, j'espère. Donc la cornée, c'est pas autant de cécité dans le monde que la cataracte, mais c'est quand même pas mal de cas. Et vous voyez que la localisation géographique, c'est plutôt plus proche de l'équateur. Ça, c'est une diapo qui résume la totalité des choses que j'ai comprises depuis 25 ans ou 30 ans sur la cornée. Donc évidemment la structure anatomique avec toutes les couches, une couche supplémentaire qui a été rajoutée qui s'appelle la couche de Dua. Et c'est parce qu'on a commencé à s'intéresser à la possibilité de séparer la desmette du stroma pour faire des greffes lamellaires qui sont les DIMEC qu'on s'est rendu compte que cette couche existait. Vous voyez ici qu'il y a un élément très important de la cornée qu'on ne voit pas souvent à la lampe à fente, qui sont les nerfs intracornéens, qui régulent finalement la physiologie de la cicatrisation et de la réparation, de la maintenance de l'épithélium. Et puis, de l'autre côté de la cornée, on a cette fameuse couche endothéliale, dont les cellules sont très polygonales, comme des carrelages, mais en fait, les nouvelles analyses morphologiques montrent que la face stromale de l'endothélium n'a pas du tout la même forme, et au contraire, avec des pseudopodes comme ça. Et le jour où je ne ferai plus d'ophtalmologie, je vais essayer de breveter un nouveau carrelage sans ciment avec cette structure-là. Alors ici, vous voyez qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à la formation d'un œdème du stroma. Ce n'est pas uniquement la fonction endothéliale, c'est beaucoup de facteurs sophistiqués. Cette deuxième diapositive, elle a l'air assez complexe, mais le message qu'elle recèle est simple. En bas, vous avez la voie finale commune, qui est la greffe transfixiante, et puis l'enfer, qui est la kératoprothèse. Donc c'est un peu comme le jeu de Tetris. Quand vous voyez une pathologie de la cornée, votre rôle, c'est d'empêcher le patient de progresser vers la dernière couche, vers le bas. Il faut l'empêcher de tomber vers le dernier niveau, parce que même si la greffe transfixiante marche bien, en fait, c'est un pronostic qui n'est pas assuré. Donc tout ce que vous pouvez mettre en œuvre comme moyen de sauvegarde et de préservation du capital du tissu cornéen est le bienvenu. Et donc, il faut comprendre qu'on a besoin, si on veut s'intéresser à la cornée et la traiter, de maîtriser beaucoup de petites techniques, pas difficiles, mais dont il faut connaître la diversité et l'intérêt. Donc les lentilles, les membranes amniotiques, la résection cunéiforme, les anneaux intracornéens dont on a parlé, les PTK, les greffes endothéliales et puis les greffes lamellaires antérieures prédesmétiques. Sans oublier la colle. Alors ça, c'est les techniques de greffe. Vous voyez que ça s'est un peu diversifié. Avant, on n'avait que la greffe transfixiante. On a eu pas mal d'étapes. Et aujourd'hui, il reste surtout la DIMEC et la DALC, donc la greffe endothéliale et la greffe prédesmétique. Traiter la cornée, c'est s'intéresser au bon usage de la lampe à fente. La lampe à fente, il faut vraiment que ce soit un outil que vous ayez bien en main, que vous ayez exploité. C'est un peu comme le tableur Excel, on ne maîtrise jamais toutes les fonctions. La lampe à fente, c'est pareil, il faut regarder la cornée non pas en illumination directe et en fente comme on fait tous, mais essayer de chercher les illuminations rétro, tangentielles, diffusées par le limbe. Donc tout ça, c'est des petites techniques simples et qui permettent d'analyser ce qu'on voit. Ici, c'est un quiz. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, on voit plein de choses. On voit une cornea farinata. Donc ça, c'est des opacités polygonales séparées par des petits intervalles clairs. Ça n'a aucun impact sur la vision. On voit ici qu'il y a un anneau de Fleischer, un anneau, donc c'est bien un kératocone. Et on voit ici une dystrophie de Kogan. Et si on regardait bien, on verrait aussi une dystrophie postérieure polymorphe qu'on ne voit pas sur cette diapo. Donc il peut y avoir plusieurs choses dans la cornée, c'est ça le message aussi. En dehors de regarder la cornée, il faut regarder l'environnement. Et regarder l'environnement de la cornée, c'est aussi interroger le patient. En discutant avec le patient, vous pouvez toujours savoir s'il frotte ses yeux ou pas. S'il frotte ses yeux, c'est que sa correction n'est pas bonne. Il a une fatigue oculaire chronique, soit il n'est pas bien corrigé pour la presbytie, soit il a une hypermétropie résiduelle, soit il a un astigmatisme qui est mal corrigé. Et cette fatigue oculaire va développer une pathologie mémobienne, la blépharite accommodative, à laquelle la cornée va pouvoir réagir. Donc ici, on est face à un conflit de type hypersensibilité retardée, dans lequel vous avez une flictène typique avec sa petite laisse vasculaire qui la connecte aux arcades vasculaires. Et c'est cette flictène qui va laisser des séquelles cicatricielles qu'on appelle les séquelles d'ulcère marginal, vous voyez ici ovalaire, avec un espace clair entre le limbe et la lésion principale.
Alors, il y a des bléphaриtes différentes de la blépharite accommodative qui ont un impact sur la cornée. Ici, vous voyez par exemple une vraie blépharite staphylococcique avec une infection de la base des cils qui est assez diffuse. Et ici, une blépharite papillomateuse. Les verrues qui sont adjacentes à la cornée, les papillomes, ils peuvent entraîner des conflits de type flicténulaire avec une hypersensibilité retardée aux toxines virales. Alors, dans les formes de blépharite extrême, qui ont duré longtemps avec une inflammation chronique significative, comme dans la rosacée, en dehors du trouble de l'architecture de la cornée, vous voyez que là, le tarse a été sévèrement remanié, il y a une anomalie d'implantation des cils, il y a un chalazion, mais surtout, le patient a développé, à cause de l'inflammation chronique, un amincissement considérable annulaire avec un panus de la périphérie cornéenne, et ces rosacées peuvent, dans les cas extrêmes, se perforer. Il faut intervenir avant. C'est toujours la même image du Tetris. Il faut empêcher le patient de tomber vers le bas. Alors, dans la pathologie limbique, il y a des choses qu'on ne voit pas tous les jours et qui pourtant sont importantes à reconnaître. Ici, c'est une maladie limbique qu'on appelle la vascularite à Anka. On voit ça dans la maladie de Wegener, dans le choc Strauss, dans la polyangéite nécrosante. Et tout ça, ce sont des vascularites qui engagent le pronostic vital du patient. Donc, quand vous voyez quelque chose qui ressemble à un Mourène, mais qui n'est pas un Mourène, qui n'est pas un ulcère marginal, vous ne savez pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à faire appeler un interniste, à faire quelques examens. Alors, on voit des choses également rares, et là, on revient sur la surface de la cornée, mais toujours au limbe, avec des tumeurs limbiques qui ont une manifestation exclusivement cornéenne. Autrement dit, on ne voit pas ce qui se passe au limbe, c'est dans les petites palissades de Fuchs limbiques où sont stockées les cellules souches de la cornée, ce qu'on voit en OCT ici. Et puis, il y a eu en fait une prolifération de cellules épithéliales anormales qui a envahi l'épithélium. Vous voyez très bien le front de Brigation. Et là, l'outil qui est de plus en plus intéressant, c'est l'OCT cornéen qui permet de voir qu'ici, on a un stade 4 de carcinome in situ épithélial avec un envahissement complet de l'épithélium. Donc là, il y a des traitements très codifiés pour traiter ce type de pathologie. Si on n'en a pas l'habitude, il vaut mieux les référer à quelqu'un qui connaît ça parce que ça met en jeu à la fois du pelage, de la chirurgie limbique et éventuellement une chimiothérapie locale pour éviter les récurrences. Une autre pathologie de surface, ce sont les cicatrices, donc les leucomes. Et dans les leucomes, la difficulté, c'est de faire la part de ce que vous voyez et de ce que le patient voit et de faire la connexion entre les deux par un lien logique. En général, ce n'est pas l'opacité cornéenne qui gêne le patient, c'est l'irrégularité de la surface qui entraîne un astigmatisme irrégulier. Donc finalement, là, l'outil, c'est la topographie cornéenne. Vous voyez qu'ici, il y a un leucome lié à un corps étranger intracornéen qui est resté un peu trop longtemps. Ça a été fraisé pour enlever l'anneau de rouille. Et il reste une cicatrice centrale qui limite la vision à 2/10 et qui entraîne une aberration sphérique ici qu'on voit colossale avec un petit peu de coma. Donc là, le traitement, c'est un traitement guidé par l'abérométrie qui permet de lisser la cornée. C'est-à-dire, vous voyez qu'on est passé d'une zone bleue entourée d'une zone jaune à une zone bleue entourée d'une zone verte. Donc ça veut dire qu'on a amoindri la profondeur du leucome et vous voyez qu'on a diminué l'aberration sphérique, ça c'était le pré-op, ça c'est le post-op et vous voyez la différence de l'image vue par l'œil du patient. Ça c'est le cas d'infection que j'ai montré tout à l'heure, c'est une infection post-lasique, vous voyez qu'on devine le volet ici et on voit que l'infection a largement dépassé le volet et qu'elle concerne les couches les plus postérieures du stroma. Les infections sur lasique sont des infections que vous devez considérer comme sévères parce qu'elles sont souvent centrales et avec des germes atypiques. Donc là aussi, il faut faire appel à une équipe spécialisée pour gérer correctement les choses. Après, il y a tout le domaine des dystrophies. On en parle beaucoup parce qu'il y a des jolies images, il faut les reconnaître. J'ai passé tout mon internat et mon clinica à essayer d'étiqueter les dystrophies d'après l'aspect morphologique. Et puis après, les internes et chefs qui m'ont suivi ont fait plein de publications qui ont montré que ce qu'on voyait et ce qu'on avait étiqueté n'était pas forcément ce qui était la réalité, parce que quand on fait de la génétique, les aspects ne recoupent pas forcément les mutations. Mais en gros, là, on a une dystrophie de type granulaire, c'est-à-dire de Grenot type 1 superficielle diffuse, entre guillemets. Et vous voyez que contrairement à ce qu'on apprend dans les livres, l'OCT permet de montrer qu'il y a des opacités profondes. Néanmoins, ce qui gêne le patient, ce sont les opacités les plus superficielles, parce qu'elles sont responsables à la fois d'un retentissement optique et d'une pathologie érosive. Et qu'en faisant une PTK superficielle, on laisse les opacités profondes, mais on arrive à bien améliorer la vision. Vous voyez qu'on peut être obligé d'y revenir, puisque là, ce patient, je l'ai opéré en 2009, puis en 2016, pour éclaircir le centre. Ici, une dystrophie de Rice-Bucklers. Donc là, ça recoupe tout à fait ce qu'on voit dans les images d'histopathologie. Vous voyez que l'OCT montre très bien le stroma antérieur crénelé. Autrement dit, il n'y a pas de couche de Bowman. Il y a à la place une espèce de dysplasie fibreuse sous-épithéliale en rayons de miel, très caractéristiques, polygonaux. Et vous voyez qu'avec une photoablation bien conduite,
on arrive à restituer une belle transparence, une belle régularité de la surface. Le secret de ces photoablations thérapeutiques, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser le mode PTK du constructeur, qui va vous donner une hypermétropie induite très importante. Il faut utiliser exclusivement, et c'est ce que je fais depuis des années, un mode alternant avec +1, -1 sur les zones les plus larges possibles. Vous commencez par exemple par +1 sur 8 mm, ensuite -1 sur 7 mm, +1 sur 8 mm, -1 sur 7 mm, et puis vous contrôlez ce que vous faites, vous gérez bien la profondeur d'ablation. Le but, c'est d'obtenir une cornée qui a un effet réfractif neutre par rapport à ce qu'elle était, et la plus prolate possible, parce que si vous voulez à la suite adapter une lentille de contact ou faire un traitement guidé par la barométrie, vous avez besoin d'avoir une petite réserve de prolaticité pour améliorer le résultat optique dans ces cornées. Ici, un autre exemple où la science clinique a été prise en défaut. Vous voyez que les dystrophies grillagées de Bibb-Abdimer, donc c'est des dépôts amyloïdes, eh bien, sont réputés être transfixiants jusqu'aux couches desmétiques. Et dans ce cas-là, on voit que ces dépôts sont exclusivement limités à la surface sous-épithéliale ou presque. Et donc, c'est une très bonne indication de PTK dans ce cas-là, mais pas dans tous les cas. Donc, l'OCT est un outil très utile pour ça. Ici, c'est un cas que j'ai déjà eu l'occasion de montrer 2 fois depuis que je suis ici, mais c'est un cas tout à fait intéressant parce qu'il montre que ce patient qui a eu une complication de la chirurgie réfractive, il a eu un premier LASIK pour -13 et une retouche quelques années plus tard par PKR sur le volet pour -10, il en a gardé une cicatrice très importante. Et donc, on lui a proposé une greffe lamellaire, on lui a proposé de faire quelque chose d'un peu plus invasif, mais finalement, quand on regarde l'OCT, on s'aperçoit que la cicatrice laisse quand même un stroma postérieur qui est relativement correct. Et surtout, quand on regarde la topographie, on comprend que la limitation visuelle n'est pas le fait de la cicatrice elle-même, mais le fait du décentrement de la deuxième ablation. Et donc, c'est cet astigmatisme irrégulier qu'on voit très très bien sur le pentacam ici et sur l'orbscan là, que l'on peut corriger par un traitement guidé par la topographie et qui permet de recentrer la zone optique et de lisser la cornée en supprimant la cicatrice. Ici, un autre cas qui m'est envoyé par une de mes amies de Genève et où il y a eu malheureusement une utilisation d'un microkératome en 2014 avec une sortie de lame dans la pupille, une limitation visuelle 6 mois plus tard à 2/10, et vous voyez que la barométrie est très sévèrement perturbée. Alors, ce que je recommande dans les cas comme ça, c'est de laisser faire la cicatrisation spontanée de la cornée. Ça ne sert à rien de s'exciter, d'enlever le volet, de faire une greffe ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est comprendre que plus vous laissez le temps agir, plus vous avez la possibilité d'agir vous-même chirurgicalement dans de bonnes conditions. Donc, vous voyez, ça, c'est daté de 2014, en juillet, 2/10, avec une cicatrisation spontanée en septembre 2016, 2 ans plus tard, elle atteint 6/10, avec une cornée qui s'est nettement régularisée. Et là, finalement, vous êtes dans des conditions relativement satisfaisantes pour faire un traitement complémentaire de PTK guidé par la barométrie, avec un résultat parfait à 10/10. Donc là, si on reprend les cartes différentielles, on voit l'effet respectif de la cicatrisation. Ça, c'est la carte différentielle de la cicatrisation. Vous voyez qu'il y a eu en fait une sortie de lame qui était par là, avec un astigmatisme irrégulier colossal, puisque c'est entre 33 et 47, il y a 14 dioptries d'écart dans les 3 mm centraux. Et puis en laissant faire la cicatrisation, ça s'est quand même bien amélioré. Et vous voyez qu'après, le traitement guidé par la barométrie permet de passer de cet astigmatisme irrégulier, où il y a quand même un astigmatisme irrégulier encore très significatif, à une surface cornéenne quasi normale et prolate. Un autre cas très inhabituel, donc ça c'est un patient qui a un syndrome syndermatotique sévère. Il y a 11 cas décrits dans le monde pour sa mutation qui s'apparente aux maladies d'Ehlers dans l'os. Vous voyez que sa main à côté de la mienne, vous voyez je fais du 8,5, sa main est presque 2 fois plus grosse, avec des troubles au niveau des ongles, au niveau de la texture de la peau, des articulations. Il a une hyperostose frontale, une encelure nasale. Et en dehors de ce syndrome dysmorphique qui est très très sévère, il a un problème. Il a déjà été opéré de l'œil droit avec une greffe, ça n'a pas donné un bon résultat. Et son deuxième œil a fait une espèce de ptérygoïde géante que j'ai opérée d'abord par reconstruction complète avec de la muqueuse buccale et de la membrane amniotique. Et malheureusement, la partie bulbaire a tout à fait bien évolué, mais il fait une kéloïde récidivante du centre de la cornée. Et vous voyez que depuis 2000, je l'ai opéré plus d'une quinzaine de fois, en faisant à peu près tout ce que je sais faire, des greffes limbiques, des PTK, de la mitomycine, des peelings, tout ce qu'on veut, des autogreffes limbiques à partir de l'autre œil, etc. Et en fait, il récidive toujours. Vous voyez, en OCT, on voit très très bien, depuis 2008, que la kéloïde revient, on l'enlève, elle revient encore plus, on l'enlève à nouveau. Et là, c'est le dernier épisode, vous voyez qu'il a 300 microns de kéloïde, et
tous les 6 mois, on est obligé de lui peler ça. Alors on a essentiellement envisagé de faire une greffe lamellaire, mais on ne sait pas du tout comment vont réagir ces fibroblastes qui ont cette capacité tout à fait extraordinaire à fabriquer du tissu cicatriciel. Un autre exemple de ptérygion chez un patient acromégale, vous voyez, avec une récidive très sévère, nasale, temporale. Et là aussi, on fait une reconstruction complète, membrane amniotique et membrane amniotique sur la cornée en simple couche. Alors, ces espèces de cicatrisation anormale de la surface de la cornée, on les voit très bien dans ce qu'on appelle les nodules de Salzmann. Un exemple très caractéristique qu'on voit très souvent, c'est le nodule apical au sommet des kératocones. Donc vous savez que dans le kératocone, une des premières lésions, c'est la rupture de la Bowman. Et en fait, les fibroblastes en profitent pour passer par-dessus la Bowman sous l'épithélium et faire ces petits amas qui gênent le port de la lentille. Donc c'est une combinaison de problèmes histopathologiques et de frottement du sommet de la lentille sur la surface du cône. Donc là, il y a un protocole qui est très efficace pour traiter ces nodules, c'est de désactiver l'eye tracker et de programmer -8 sur la zone la plus petite possible, sur le wavelight, c'est 4 mm. Et quand vous faites ce protocole, vous avez une ablation d'à peu près 60 microns de profondeur qui correspond en général à la taille du nodule. Et ça vous permet de faire une ablation avec un raccord en pente douce. Donc avec un scarificateur de Desmar, vous pouvez récliner l'épithélium, dégager le sommet du nodule. Et là, vous allez pouvoir faire une ablation très sélective du nodule sans abîmer la cornée adjacente. Alors évidemment, au bout de 4-5 ans, comme dans le cas qui est montré ici, il peut y avoir une récidive périphérique, mais ça n'a pas beaucoup d'impact pour la vision du patient. L'hydrops, c'est une des complications du kératocone qu'on ne voit pas très souvent. Il se trouve qu'on vient d'en voir une il y a 5 minutes avec Fta Benkiran, un de ses patients qui a fait un hydrops que j'avais déjà vu à Paris. Et on vient de le voir à l'OCT avec une très très belle déchirure. On voit la desmette qui s'est rétractée. Donc là, vous voyez différents hydrops sur différents types de patients. Ça, c'est un kératoglobe avec un hydrops et une luxation antérieure du cristallin. Donc c'est un jeune homme qui a pris un coup de patte de son berger allemand. Ici, un patient trisomique, donc c'est le frottement, le traumatisme qui favorise l'hydrops. Et une cause que je viens d'identifier, comme quoi on apprend tous les jours, on vient d'avoir une discussion sur le fait que les patients porteurs de lentilles sclérales, de verres scléraux non fenêtrés, eh bien, quand ils se frottent les yeux à travers leur verre scléral, ils induisent une pression colossale au sommet du cône, qui, comme la lentille est complète et recouvre la totalité de la cornée, ne peut pas s'étendre sur le plan de la résilience mécanique à la périphérie, et ça peut être une cause d'hydrops. Donc c'est une piste à explorer, mais ça me paraît tout à fait plausible que le fait de se frotter l'œil de façon assez énergique à travers la lentille peut déclencher ce genre de problème. Donc l'OCT montre très bien la rupture de la desmette. Et donc il y a deux types de traitements. Soit le fait de mettre une bulle de gaz, il faut toujours se méfier des bulles de gaz, que ce soit en DIMEC ou dans les hydrops, c'est les kératocones, parce qu'ils ont un iris qui a tendance à être refoulé par la bulle de gaz en périphérie, à faire des blocs pupillaires. Donc méfiez-vous, il faut bien dilater ces patients avant de faire ce traitement. L'autre possibilité, c'est ce qu'a proposé Marc Muren, c'est de faire une suture transfixiante qui va embarquer la desmette et resserrer la cicatrice de façon à faciliter la résorption de l'œdème. Un autre aspect de complication du kératocone, donc ça c'est une patiente à qui j'ai fait une greffe prédesmétique, et vous voyez que souvent dans les cas très avancés, la desmette est beaucoup plus grande que le greffon que vous allez coller par-dessus. Alors donc ça fait des plis, et quand ces plis sont centraux, la vision est limitée là encore à 2/10. Donc j'ai eu l'idée dans ce cas-là, c'est le premier cas mondial, de mettre un anneau complet entre la desmette et le greffon. Donc on desserre légèrement le surjet, on enfile l'anneau, on se stresse un petit peu, mais en fait ça se passe très très bien. Et vous voyez que l'intérêt, c'est que ça a non seulement déplissé les plis, elle est remontée à 7/10, mais ça a complètement supprimé son astigmatisme. Donc c'est peut-être une voie d'avenir pour éviter les astigmatismes sur greffe. On va explorer ça plus tard. Donc deux cas maintenant très inhabituels également de forme de la cornée. Donc c'est les deux extrêmes de déformation constitutive de la cornée. Le premier, c'est une cornée aplana. Vous voyez qu'ici, on a un parallélisme tout à fait inhabituel de la cornée et de l'iris, avec une cornée qui est à 29 dioptries et une aberrométrie très dégradée en raison de l'aberration sphérique que ça suppose, et puis donc une hypermétropie d'environ 15 dioptries induite par cet aplatissement cornéen. On n'a pas vraiment de traitement pour ce type de patient. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une patiente que j'ai déjà vue il y a assez longtemps, je lui proposerais de faire l'équivalent d'un smile inversé. C'est-à-dire, j'essaierai d'opérer un patient qui a -10 avec une cornée épaisse le même jour, et puis je ferai une poche lamellaire et je rentrerai ce petit lenticule dans la poche, sachant qu'on perd environ un tiers, on n'a que 2/3 de la puissance réfractive d'un lenticule de smile quand on fait un traitement de l'hypermétropie par poche lamellaire.
Ça, c'est l'autre extrême. Donc ça, c'est une cornée extrêmement cambrée et amincie, qui est un kératoglobe. Et ça, c'est une image tout à fait unique qui montre que dans le kératoglobe, la pellucide ou le kératocône, qui à mon avis sont les mêmes maladies, eh bien, il y a un claquage des lamelles intracornéennes. On voit très bien ici qu'il y a une condensation postérieure, une zone de discontinuité et une condensation antérieure. Et vous pouvez très bien imaginer qu'avant cette rupture de la lamelle intracornéenne, ces deux bouts-là étaient en continuité. Donc on voit très bien cette discontinuité ici, de face, et on la voit très bien de profil aussi. Ça, ce cas est intéressant puisque vous voyez ici, on a l'aspect d'une dégénérescence marginale pellucide, alors que l'autre œil est un kératoglobe. Donc là, vous voyez qu'il y a deux patients différents, hein. Il y a une petite erreur, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est une maladie de Terrien, donc avec l'évolution à 10 ans d'un premier patient et l'évolution à 12 ans d'un deuxième patient, avec les topographies du deuxième patient que vous voyez ici de 2002, 2009, 2013, et donc une aggravation de son ectasie. Donc vous voyez que la maladie de Terrien, c'est un amincissement périphérique, en général supérieur, vascularisé, et qui est relativement stable en général, et qui se traduit par la même image topographique inversée que celle de la dégénérescence pellucide. Et vous voyez que ce patient, eh bien, il a un amincissement qui est devenu quand même assez important. Et quand on le regarde en OCT, on prend conscience que cet amincissement est en réalité encore plus important que ce qu'on voit en lampafente. Et on aurait dû se méfier parce que vous voyez que ce patient est venu un vendredi soir à 19h alors que j'étais prêt à partir. Il est venu en ayant perdu son cristallin à la suite d'une gifle avec une rupture cornéenne. Il a été greffé par un de mes remplaçants à l'Hôtel-Dieu. Et puis je l'ai réopéré après pour faire une petite puloplastie et un artisan clippé à l'iris avec un résultat correct. Donc voilà, ça c'est exceptionnel. En principe, la maladie de Terrien n'est pas sujette à rupture cornéenne, contrairement au kératoglobe. On est toujours dans les amincissements avec un exemple de dégénérescence marginale pellucide. Donc vous voyez très bien que la cornée ici a un aspect relativement normal. Et puis brutalement, il y a ce genou très caractéristique de la pellucide avec un amincissement paralimbique bilatéral tout à fait symétrique. Et vous voyez que là, ce patient a en fait un astigmatisme induit d'environ 15 dioptries qu'on voit ici. Et le traitement, ça a consisté à lui faire une résection cunéiforme. Donc en fait, vous voyez que sur l'OCT, on a ce segment-là. Et en fait, on utilise le laser femtoseconde pour faire une première incision ici, une deuxième incision 1 mm ou 1 mm 5 plus loin. Chaque millimètre de résection sur un arc de 7 mm corrige environ 10 dioptries d'astigmatisme. Donc c'est ce qui s'est passé, puisque vous voyez qu'on est passé de 3 dixièmes de meilleure acuité corrigée avec 15 dioptries de cylindre à 6 dixièmes avec 6,25 résiduels. Donc on a corrigé environ 9 dioptries avec 1 mm de résection. Et on a utilisé ensuite un implant torique pour avoir un résultat sans correction tout à fait acceptable. On embraye maintenant, pour terminer cette présentation, sur les pathologies endothéliales. La première pathologie endothéliale qu'on voit couramment en pratique, même non cornéenne, c'est le risque endothélial de la chirurgie de la cataracte. Là, on a le cas extrême, avec du coup une patiente qui a un noyau complètement brun, une chambre antérieure qui fait 1,8 m d'épaisseur et qui a environ 80 ans. Donc le premier œil qui est ici, a été, donc c'est son œil gauche, a été opéré par un de nos collègues qui est dans la salle, où il était tout à l'heure, qui est un très bon chirurgien. Et vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de cellules. Alors quand j'ai vu ce cas-là, j'ai dit à la patiente, retournez voir ce chirurgien, il est excellent, il fait très très bien l'opération de la cataracte. Et comme j'avais opéré une de ses amies, il a voulu que ce soit moi. Et j'ai eu la même punition. Vous voyez que je suis passé aussi à 800 cellules, quelles que soient les précautions qu'on peut prendre. Donc ça, c'est vraiment un challenge, parce que on peut passer en chirurgie extracapsulaire, mais à ce moment-là, il y a des risques liés au noyau dur, possiblement des complications vitréorétiniennes à la clé. Mais si on passe en phaco, malgré toutes les précautions, on n'est pas sûr de garder assez d'endothélium pour la suite. Ici, un autre cas que je vous montrerai peut-être, c'est un syndrome de Peters. Je vais peut-être vous montrer la vidéo. Ça, c'est un cas très particulier où on voit que cette patiente qui a été opérée en 59 a un endothélium qui a maintenant 127 ans d'après l'âge du greffon qu'elle avait eu. Et puis ici, un dernier cas que je voudrais vous montrer, et qui est une DIMEC après un échange de DISEC. Donc c'est une patiente qui avait une guttata assez sévère, qui n'est pas très âgée, je crois qu'elle a 48 ans. Et puis la DISEC n'a pas donné un bon résultat, probablement à cause de problèmes d'interface. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait net ici. Et puis on a décidé de lui faire une DIMEC. Elle a fait un bloc pupillaire sur sa bulle, d'où la nécessité de lui faire toutes ces petites iridotomies en urgence le lendemain de l'intervention. Il faut être assez précautionneux avec ça. Et quand même, ça s'est très bien passé, on l'a opéré. Je l'ai opéré ensuite de cataracte avec un implant multifocal et la 10 dixième
de loin et de près sans correction. Donc l'Adimex, c'est vraiment une révolution pour le traitement des maladies endothéliales parce qu'on n'a plus du tout les conséquences réfractives des greffes transfixiantes. On a un bien meilleur pronostic et puis surtout, quand ça ne marche pas, on peut le changer. J'ai trouvé une phrase qui résume bien tout ça. Je dis aux patients, quand ils me disent « mais alors la transfixiante, l'Adimex », parce qu'ils lisent sur Internet, il y a des rapports qui disent que l'Adimex n'est pas toujours gagné d'avance. Mais je leur dis c'est beaucoup plus facile de changer le papier peint que le mur. Et ça, ils comprennent tout de suite. Hein, quand l'Adimex ne va pas, on l'enlève, on en remet une autre. Ce n'est pas très difficile. Je vous ai déjà montré tout à l'heure ce cas d'œdème sur intracorps lié au fait qu'on a compromis l'équilibre de tension lamellaire intrastromale. Et puis, je vais vous montrer quelques images de dystrophie postérieure polymorphe. La forme classique, c'est la forme vésiculaire, qu'on reconnaît bien ici en rétroillumination, qu'on voit également en illumination tangentielle directe. Et vous voyez qu'on peut avoir de très belles images de spéculaire quand on a une bonne résolution avec les anciens matériels. Ça, c'est une diapo de Jacques Cottina. Vous voyez qu'il y a une autre forme de la dystrophie postérieure polymorphe qui représente environ un tiers des cas, c'est la dystrophie polymorphe en rail. Et on voit ici différents aspects, mais c'est toujours à peu près la même image. Et souvent, je reçois des patients parce que les ophtalmologues ne connaissent pas cet aspect. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Ici, c'est un cas très particulier. C'est un jeune homme qui avait 11 ans à l'époque et que je vois arriver à la Fondation Rothschild avec un œdème complet de la cornée, spontané. Il revenait du judo. Donc on lui a dit « mais tu t'es battu, tu as pris un coup dans l'œil, tu as pris un corps étranger, etc. » Et il dit « non, rien du tout. » Et en fait, on s'est posé la question, et puis au bout de quelques semaines, son œdème a fini par cicatriser, un peu comme dans un eye drops sur kératocone. Et là, en regardant mieux ce qui s'était passé, on a découvert ce petit foyer localisé de dystrophie postérieure polymorphe qui est à l'origine de cette déchirure desmétique spontanée. Cette déchirure s'étant repliée. Vous voyez qu'ici, il y a une zone de rupture, et puis on a le volet desmétique qui s'est replié sur lui-même à cet endroit. Je ne sais pas si on voit assez bien, oui, sur la projection. Un autre cas de dystrophie postérieure polymorphe chez une interne en radiothérapie à Paris, que j'ai opéré de l'ASIC en sachant qu'elle avait cette dystrophie parce que son comptage endothélial était quand même très correct, elle avait 2400 cellules. Et puis j'ai fait une retouche en PKR, ça s'est bien passé. Donc ce n'est pas une contre-indication formelle à la chirurgie réfractive, mais il faut que le patient soit prévenu que ce n'est pas la chirurgie qui a créé ce problème. Ici, un cas que j'aime beaucoup parce qu'il illustre un sujet dont je vous ai déjà entretenu, qui est l'origine génétique et le mécanisme de formation du kératocone. Donc, vous savez que ma théorie actuelle du kératocone, c'est que c'est une maladie d'origine rétinienne, qui est liée à une mutation d'un gène qui contrôle la différenciation des cellules bipolaires de la rétine, qui s'appelle VSX1. Et en fait, c'est l'anomalie de perception visuelle qui entraîne une dérégulation de la forme de la cornée, tout à fait analogue à la dérégulation qu'on observe pour la myopie forte. Autrement dit, le kératocone serait, d'après moi, plutôt une maladie de déprivation sensorielle, comme la myopie forte. En fait, c'est la maladie symétrique de la myopie forte, plutôt qu'une maladie cornéenne proprement dite. Alors, il se trouve que ce gène VSX1, il est aussi associé à la dystrophie postérieure polymorphe, et on voit ici un bel exemple combiné de dystrophie en rail avec un kératocone chez ce jeune homme. Je termine cette présentation avec un cas assez rigolo que je voudrais vous montrer. Dans la littérature sur la chirurgie réfractive, il y a une notion très mystérieuse qui s'appelle le rainbow glare. Ça a été décrit en 2008 par Ron Kruger à la Cleveland Clinic et ça a été repris en 2013 par Damien Gatinel. Et en fait, en 2008, Kruger a expliqué ce problème. Donc, c'est très caractéristique, les patients décrivent ce genre de choses, ils font un dessin très précis. Et vous voyez qu'on a cette espèce de halo radiaire avec une décomposition prismatique de la lumière, avec les lumières froides vers le centre et les lumières chaudes vers la périphérie. Alors Kruger a fait réfléchir des physiciens sur ce sujet et ils ont trouvé que c'était probablement un réseau d'interférences constructives qui était lié au fait que l'espacement très régulier des impacts de laser femtoseconde qu'on utilisait au début, puisque les impacts étaient assez forts, puisque c'était des fréquences qui étaient moins élevées, eh bien, construisait finalement un trouble de transmission de la lumière de type interférentiel dans la cornée. Et c'est ça qui expliquait la formation de ces halos lumineux qui concernaient jusqu'à 30% des patients avec les premiers lasers femtosecondes. Et Kruger a fait faire des calculs par les physiciens qui ont déterminé que l'espacement théorique des impacts qui auraient généré ça serait de 9 microns, et c'est exactement la distance entre les impacts qui était utilisée par les lasers femtosecondes de l'époque. Donc ça, c'était pas mal. Damien, qui est toujours brillant sur le plan pédagogique, qui a une bonne maîtrise des outils graphiques, a fait un diagramme qui montre bien la formation de ce réseau d'interférences avec les franges colorées. Et puis, il se trouve que j'ai vu arriver le patient
qui a été l'objet de la première publication de Damien Gatinel en 2013. Et ce patient vient me voir en disant j'ai un Rainbow Glare et M. Gatinel a publié un article sur moi, mais on ne sait pas trop quoi faire. Et Damien, vous le savez, a proposé de faire une photoablation thérapeutique pour gommer les impacts de laser femtoseconde. Alors ce qui ne collait pas dans cette histoire, c'est que ce patient il est opéré en 2012 avec un laser femtoseconde plus récent, avec les fortes fréquences. Et on sait que les Rainbow Glare ont quasiment disparu avec ce type de laser. Alors je fais tous les examens qu'on a l'habitude de faire, topographie Pentaka, morphscan, aberrométrie, deuxième type d'aberrométrie, hystérèse cornéenne, et tout est parfaitement normal. Ce patient a été parfaitement opéré. Et puis, quand même, je suis un peu intrigué par le fait qu'il me raconte qu'il n'a pas de problème la nuit, il voit très bien la nuit, au contraire, et que ces halos rainbow, hein, en arc-en-ciel, c'est exactement la situation où je suis moi. J'ai une lumière en face, et en fait, c'est ça qui déclenche. Donc, je l'observe un peu mieux à lampe à fente, et je tombe sur cette magnifique dispersion pigmentaire, et sur cette magnifique Guttata que personne n'avait vu. Il a vu au moins une quinzaine d'ophtalmos avant, qui se sont tous concentrés, comme on le fait tous maintenant, sur les examens paracliniques, hein, l'OCT, la topographie, la barométrie, etc. Et puis, je crois que finalement, il n'avait pas été examiné à lampe à fente. Et en l'examinant à lampe à fente, on découvre qu'il a deux raisons très particulières d'avoir fait un Rainbow Glare, malgré l'utilisation d'un laser femtoseconde moderne. Il a une perméabilité optique de l'iris qui est tout à fait anormale, et il a un réseau d'interférences constructives avec sa cornée Guttata qui s'est ajouté aux impacts de laser. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez été intéressé par ces diapos. Merci beaucoup.